2001 en mots et en images. Vous l'aurez compris, il s'agit de 2001 l'Odyssée de l'espace, œuvre qui mérite à bien des égards que l'on s'y arrête quelques instants dans ce nouveau format dédié aux adaptations cinéma. Pour commencer, peut-on réellement parler d'adaptation lorsqu'il s'agit d'une œuvre pensée en même temps pour l'écran et en tant que livre ? En effet, la première particularité de 2001, c'est que Stanley Kubrick, le réalisateur du film, et Arthur C. Clarke, l'auteur, ont travaillé main dans la main dès l'origine du projet. Plus précisément, Stanley Kubrick est venu trouver Arthur C. Clarke en disant qu'il voulait faire le film de science-fiction de référence. De ce projet sont donc nés le film et le roman, conjointement écrits par les deux hommes. Si cet exercice reste particulièrement rare, il n'est pas isolé. Le troisième homme, par exemple, écrit par Graham Greene d'une part et réalisé par Carol Reed d'autre part, avait déjà donné lieu au même genre de collaboration en 1949. Arthur C. Clarke propose alors de travailler sur deux de ses nouvelles. La Sentinelle, datant de 1951, décrit une équipe d'astronautes découvrant une pyramide sur la Lune construite par des extraterrestres et censée les avertir du moment où la Terre serait peuplée par une civilisation intelligente. Rencontre à l'aube, écrite en 1953, imagine quant à elle une race extraterrestre avancée, donnant à une espèce plus récente l'impulsion lui permettant de se développer. Alors que le livre était logiquement prêt avant le film, c'est bien le film qui sortira en premier. Kubrick semblait notamment craindre que le texte de l'auteur de science-fiction n'éclaire trop le public sur le sens de son film et repoussera plusieurs fois la sortie du livre. Fort d'un budget de 10 millions de dollars, un des plus chers de l'histoire du cinéma pour l'époque, le tournage de 2001 aura duré 7 mois et la post-production aura nécessité pas moins de 2 ans. Et tandis que le film était tourné puis monté, Arthur C. Clarke continuait de travailler sur son livre. Les deux projets avançant ainsi en parallèle, s'inspirant l'un l'autre, quelques différences feront néanmoins leur apparition. Et bien que certaines d'entre elles soient de taille, comme la différence de destination du vaisseau Discovery, les deux œuvres se complètent harmonieusement. Le film se veut plus énigmatique, essentiellement basé sur le ressenti, et le livre plus explicite. En 1982, Arthur C. Clarke donne suite au roman, avec 2010 Odyssée 2, qui se verra lui aussi porté à l'écran 2 ans plus tard par Peter Iams, sous le titre 2010, l'année du premier contact. Le cycle complet comprendra aussi 2061, Odyssée 3, paru en 1988, et 3001, l'Odyssée finale datant de 1997. Aucun de ces deux derniers romans ne seront adaptés au cinéma. Au moment où le projet voit le jour en 1964, la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis dure depuis à peine 7 ans, et il faudra attendre encore 1 an après la sortie du film pour que l'homme ne pose le pied sur la Lune. Dans ce contexte, Kubrick s'entourera de conseillers scientifiques et techniques afin d'être le plus réaliste possible. Parmi eux, des membres de la NASA, ce qui créera plus tard une polémique imaginant que les images de l'alunissage de 1969, transmises en direct à la télévision, auraient été tournées en studio sous la direction de Stanley Kubrick. Avoir fait appel à ces spécialistes apportera en outre au réalisateur le seul Oscar de sa carrière pour les effets spéciaux qu'il a réalisés. Cette alliance entre Kubrick et la NASA ne s'arrêtera pas là, puisque le réalisateur obtiendra de l'agence spatiale un objectif unique en son genre, fabriqué par l'opticien Zeiss. Cet objectif a la particularité d'être très lumineux et permet de tourner dans des conditions de lumière extrêmes, exactement ce qu'il fallait à Kubrick pour le film Barry Lyndon sorti en 1975. Autre aspect particulièrement marquant de 2001, sa bande-son, autant pour le résultat que pour l'histoire qui se cache derrière. À l'origine, Kubrick avait demandé au Pink Floyd de composer la musique du film. Roger Waters refuse la proposition, mais avoue plus tard avoir regretté ce choix. Comme pour se rattraper, le groupe compose en 1971 le morceau Echoes, pouvant être synchronisé avec le dernier acte du film. Après ce refus, Stanley Kubrick se tourne vers Alex North, qui avait composé la musique de Spartacus. Finalement, peu convaincu par cette nouvelle collaboration, Kubrick choisit de conserver les morceaux qu'il avait utilisés au montage en attendant la bande originale. C'est ainsi que l'on retrouve principalement les compositions de Richard Strauss et celles plus modernes de Georgi Ligeti, l'un comme l'autre des choix pour le moins singuliers dans le registre de la science-fiction. Avant de clore cet épisode, 2 dernières anecdotes. Tout d'abord, le nom du superordinateur HAL. Ça ne vous dit rien ? Eh bien, parmi les spécialistes auxquels Kubrick a fait appel, se trouvaient des ingénieurs d'IBM. Et si l'on décale le sigle d'une lettre dans l'ordre alphabétique, IBM devient HAL. Malgré un démenti d'Arthur C. Clarke expliquant qu'il s'agissait d'un hasard malencontreux, la rumeur court toujours. Une autre rumeur voudrait que Stanley Kubrick ait demandé à la compagnie britannique Lloyds une police d'assurance le couvrant en cas de découverte de vie extraterrestre avant la sortie du film. Le montant de la police aurait été tellement élevé qu'il aurait finalement renoncé. C'est du moins ce que raconte un certain Isaac Asimov. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à la page Facebook de Dimension 42. Vous retrouverez dans la description plusieurs liens permettant d'approfondir le sujet. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de votre imaginaire.